Ok, donc l'actualité me fournit l'occasion aujourd'hui de vous proposer un triple debunk sur les micros. Vous savez que les micros, bah, c'est un petit peu mon dada, revoyez mon émission, ma vidéo sur les micros évidemment. Sur les autoroutes, qui est moins mon dada à la base, mais pourquoi pas, improvisons. Et sur la fin de la République de Weimar, qui... Je crois pas que ça fait partie des dingueries qu'édite Kanye West, alias Ye, puisqu'il faut l'appeler comme ça dorénavant, en nous exprimant toute la sympathie qu'il a pour un certain dictateur autrichien moustachu qui a pris la tête de l'Allemagne au début du XXe siècle. Mais alors voilà, donc trop c'est trop, hein. En plus de tenir des propos antisémites, de désinformer sur l'histoire des autoroutes, Kanye West raconte complètement n'importe quoi sur les micros. Alors on va partir évidemment, puisque vous nous disiez sur le chat que il s'était fait ban de Twitter. Ah oui, même pour Musk, ça, là, il va trop loin, tu vois. Pourtant, Elon Musk, quand il a repris Twitter, il a dit ouais, je veux qu'on puisse dire des trucs fachos sur Twitter et tout. Bon, alors là, peut-être un petit peu... et c'est pareil, même Alex Jones, qui est un complotix 2000, il était en mode ouais, bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Viens, on balance un écran pub. Donc, il est arrivé cagoulé en mode... Avenger de l'antisémitisme. Je crois que c'est ça, il se prend pour un super-héros, plus ou moins. Hein, alors je ne sais pas pourquoi la qualité est dégueulasse, mais vous savez, c'est ce genre de player complètement nul, où ça arrive au fur et à mesure. Donc je vais vous le lire, malgré le 240p. Tu n'es pas un nazi. Tu ne mérites pas d'être qualifié comme tel et d'être diabolisé. Alors, je ne sais pas s'il sera toujours d'accord, Alex Jones, pour dire qu'il n'est pas un nazi après l'émission. Eh bien... Je vois des choses positives aussi concernant Hitler. Et les juifs, j'aime tout le monde. Et les juifs ne me diront pas, tu peux nous aimer. Et tu peux aimer ce qu'on fait avec les contrats. Oui, parce que tout le monde, toutes les industries sont aux mains des juifs pour Kanye West. Donc, pas beaucoup de différence avec ce qu'avaient les idéologies d'il y a un siècle. Et tu peux aimer ce qu'on, vous savez, qu'on promeuve la pornographie. Alors je sais pas si c'est un rapport, Kanye West qui a confessé avoir été accro à la pornographie, donc peut-être qu'il voit ça comme un problème égale juif, donc les juifs sont derrière la pornographie. Ça doit être un truc comme ça. Là, je vous avoue que cette question de la pornographie précisément, je ne l'ai pas creusée aujourd'hui. On aura bien affaire avec les micros, les autoroutes et la République de Weimar. Mais ce mec a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. Alors la formulation est importante. The very microphone that I use as a musician. Donc le microphone précis. Donc on verra. On va se faire l'avocat du diable sur les microphones en général et sur les microphones dont il parle en particulier, ne vous inquiétez pas, tout est prévu. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien. En tout cas, c'est pas des trucs qu'il a fait de bien. On va le voir, les autoroutes et les micros, ça n'a rien à voir avec Hitler, mais... Et j'en ai assez. J'en ai assez des étiquettes. Tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur. Surtout Hitler. Donc, c'est pas genre, oui, Hitler, il fait partie des êtres humains, les êtres humains, c'est bien. Donc, il n'y a même pas une tentative de take à base de ça. Non, c'est surtout Hitler, donc son compte qui a été suspendu vendredi pour incitation à la violence, après la publication d'une image représentant une croix gammée entrelacée avec une étoile de David, assez de bon goût, annoncé donc le patron du réseau social, le très connu Elon Musk, simplement pour clarifier que son compte a été suspendu pour incitation à la violence. Donc voilà, un article du Figaro qui vous explique ça. Quelques minutes plus tôt, le patron de Tesla et SpaceX avait répondu à un tweeto que Kanye West avait de nouveau violé le règlement contre l'incitation à la violence avec la publication de son image. Le compte sera suspendu, qui a été donc suivi des faits. Bon, il reste donc une modération sur Twitter, mais il faut que ce soit Elon Musk qui la fasse lui-même, parce qu'il a viré tout le monde. Twitter est un autre sujet. On va recentrer un petit peu. Alors, concernant les autoroutes, moi je me suis retapé pour vous tout l'historique. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle une autoroute? La première chose qu'on pourrait considérer en termes d'équipement relativement moderne comme une autoroute, le premier ancêtre, ce serait la Long Island Motor Parkway en 1908 aux États-Unis. Donc, première route à accès limité qui était réservée aux véhicules motorisés. La première au monde, hein, ce qui n'allait pas de soi à l'époque, puisqu'il y avait d'autres moyens de se déplacer en 1908 que les véhicules motorisés, comme vous l'imaginez bien. Et donc ensuite, la seconde, c'est une piste d'essai de 1909, nommée Lavus pour Automobilverkehrs und Übungsstraße. Strasse. Mais voilà, ma prononciation de l'allemand s'arrête à mes heures de cours où je ne suivais pas. Dans le second cas, on parle bien donc de l'Allemagne,
mais du Deuxième Reich de Guillaume II, raté, 1871-1918, pas du Troisième Reich. Donc le régime qui précède à la République de Weimar, on aura l'occasion d'en reparler, gouvernement allemand qui s'étend, lui, de 1918 à 1933. Et donc voilà, en fait, il y en a notamment concernant d'autres autoroutes. Attendez, j'en reparle plus tard, c'est bien, tout est prévu. Alors la première vraie autoroute, alors laquelle ce serait? Parce que là c'était une piste d'essai qui a été aménagée pour les autres véhicules un petit peu plus tard au fil des ans. La première vraie autoroute, on pourrait la faire dater, la plupart des gens la font dater à 1924, l'autoroute des Lacs, dont le premier tronçon relie Milan à Varèse. Donc ici je vous ai trouvé un lien qui vous en parle, et de toute façon je vous mettrai à la rediffusion une tripotée de liens sur tous les sujets qu'on abordera. Mais ça sort d'où cette histoire des nazis qui ont inventé les autoroutes? C'est la première fois que je l'entends. Ah non, 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 pas du tout. C'est pas la première fois qu'il n'a pas sorti ça de nulle part, tu vois, je veux dire. Il y a plein de gens qui ont toujours dit ça. Les nazis, ce sont la construction d'autoroutes. Il y avait un gros problème de chômage dans la République de Weimar, avec bien sûr le paradigme de l'époque. Hein. Il y avait et puis surtout l'inflation, la déflation, ce genre de choses, quoi. Donc en fait ça a permis de donner du boulot à des gens, et donc ils ont dit regardez, on a trouvé du boulot aux gens en construisant des autoroutes et puis en les envoyant mourir à la guerre, évidemment. Donc voilà, l'autoroute Milan-Grand Lac qui continue d'exister aujourd'hui. Donc on me demande donc Mussolini. Alors justement, j'allais y venir, s'il avait voulu faire la promo d'une idéologie d'extrême droite, il avait juste à dire que c'était une réalisation du fascisme italien et pas du nazisme allemand. Il n'y avait pas de grosses différences, surtout vers la fin. On a déjà expliqué, pareil, je vous mettrai le lien de la rediff dans la description, on avait déjà expliqué en quoi le fascisme italien n'avait rien de gauche. Mais effectivement, en 1924, Mussolini était déjà président du Conseil depuis 2 ans. Il n'avait pas encore complètement les pleins pouvoirs. Est-ce que c'est une réalisation de sa volonté? Je sais qu'en tout cas, les fascistes italiens avaient asséché un marais dans les réalisations à peu près positives qu'on peut leur mettre. Il y avait des tentatives de ça depuis César. Hein, donc bon, voilà, c'était un petit peu un running gag de l'histoire de l'Italie. Alors après, est-ce que c'est vraiment le fait du fascisme? Franchement, honnêtement, j'ai creusé, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de mentions. Dire ça, ce serait quand même tordre un petit peu la réalité, parce que cette autoroute, c'est avant tout l'œuvre de Piero Puricelli, qui était alors ingénieur en génie civil et pas encore homme politique, même s'il sera 5 ans plus tard investi sénateur par le PNF, donc le Parti national fasciste italien, s'entend. Alors, est-ce que c'est comme, en fait, voilà, c'était le seul régime autorisé, donc voilà, tiens, on aimerait bien, le seul parti autorisé, tiens, on aimerait bien ce mec-là, il est vu, voilà, comme un ingénieur de génie, on aimerait bien l'avoir dans notre écurie politique, du coup. Comme on a trouvé plein de mentions de ça. Alors là, il a quand même accepté l'investiture, hein. C'était pas comme, par exemple, celui qui est considéré, là, vous savez, le juriste d'Hitler. En fait, c'était simplement un prof de droit qui, à un moment, a dû adhérer au syndicat de profs, le seul autorisé, celui par le parti nazi. De là à dire que le mec était un SS convaincu, c'est un petit peu compliqué. Pour Piero Puricelli, je sais pas trop. En tout cas, il a accepté cette investiture. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais est-ce qu'en 1924, il était facho ? Écoutez, si vous avez plus d'infos que moi, je suis preneur. J'ai pas réussi à le vérifier. Piero Puricelli, qui restera donc à ce poste jusqu'en 1945, où il sera destitué pour avoir fait partie, je cite, des sénateurs tenus responsables d'avoir maintenu le fascisme et rendu possible la guerre, tant par leur vote que par leurs actions individuelles, y compris la propagande en dehors et à l'intérieur du Sénat. Donc ça, voilà, tout ça, je le sors pas non plus de mon cul. Vous avez des archives en italien dans le texte, avec notamment, voilà, toutes les choses qu'il a faites, les investitures en du coup 1929. Voilà, si vous souhaitez regarder, voilà, le site du Sénat de la République directement, si vous souhaitez aller check ça. Ah, et Satil qui vient passer une petite tête derrière son enceinte. Donc voilà pour Piero Puricelli. Donc la seule chose qui reste vraie, hein, pour rester sur les autoroutes, la seule chose qui reste vraie donc dans ce tissu de mensonges autoroutiers, c'est qu'Hitler a bien fait construire des autoroutes, c'est vrai. Mais c'était pas du tout les premières, il a pas du tout inventé les autoroutes. Et il n'était pas du tout ingénieur en génie civil, donc, mais même sous l'impulsion de son gouvernement, ça n'a pas été spécialement le cas. Alors les 2 premières et les 2 plus connues autoroutes dont les travaux ont été effectués
pendant le Troisième Reich, c'est la Berlinka qui relie le pays d'ouest en est et la Afraba du nord au sud, qui étaient des projets de la République de Weimar. Bon, achevé sous l'Allemagne nazie, parce que c'était un petit peu chaud la merde pendant la République de Weimar, ça ne vous a pas échappé. Donc ici, je vous ai mis un lien Wikipédia, je ne me suis pas beaucoup embêté sur la Fraba et puis sur la Berlinka, si vous souhaitez consulter ça à la rediff. Là, j'ai un peu la flemme de vous mettre les liens en live, mais vous pourrez tout consulter, c'est la première chose que je fais quand je rends l'antenne. Alors pour les micros, on en arrive à mon sujet de spécialité, petite gorgée de café. Pour les micros, c'est encore plus n'importe quoi. Passons le fait qu'Hitler, là non plus, il n'était pas ingénieur du son, hein, et admettons que Ye ait voulu dire que c'était sous l'impulsion du Troisième Reich que le micro a vu le jour, c'est plus correct grammaticalement. Si le micro est inventé, enfin le mot micro est inventé dès 1732, c'est composé étymologiquement de micros pour petit, de phoné pour la voix ou le son, sa définition changera pour désigner, au fur et à mesure des avancées technologiques évidemment, pour désigner un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. Voilà, ça c'est la définition d'un micro. Que ce soit pour téléphoner, vous avez un micro dans un téléphone, même les vieux téléphones de l'époque, que ce soit donc pour transmettre ou pour enregistrer, c'est le même principe. Alors le premier micro breveté, qui c'est qui l'a inventé? C'est Emil Berliner, donc un nom allemand, effectivement, Berliner. Et ça date de 1877, soit 12 ans avant la naissance d'Adolf Hitler. Bon, je sais pas du coup, il était très très précoce, on va dire. Désolé d'en rire. Alors là, le site que je vous ai mis, un site qui a fait un article très intéressant, mais par contre, ça fait un peu web 1.0, malheureusement, esthétiquement. Voilà, vous avez tout le détail, si vous souhaitez, avec la biographie d'Emil Berliner, tout ce qu'il a inventé, et à quel point il a fait bouger le monde de l'enregistrement. Qu'est-ce que j'avais d'autre Oui, Berliner qui, pour information, avait déjà inventé un système fonctionnant quelle que soit la distance séparant l'émetteur du récepteur. Ce sera aussi celui qui créera un instrument assez connu, enfin un mode de diffusion assez connu, même qui a été consacré par un groupe, le groupe Gramophonie. Je parle bien sûr du gramophone, qui était une évolution du phonographe de Thomas Edison. Premier appareil, lui, le phonographe, permettant de graver et lire des disques. Alors j'ai entendu le premier enregistrement, c'est un peu moche, mais ça fonctionne à peu près. On reconnaît la chanson qui est chantée, on reconnaît pas les mots. On reconnaît la mélodie. Est-ce que je vous le ferai pas écouter? Attendez, j'ai trouvé que c'était plutôt drôle tout à l'heure en faisant mes recherches. Vous n'êtes pas prêts pour la qualité de cet enregistrement, donc c'est Edward Léon Scott de Martinville qui a enregistré Au clair de la lune en 1860. C'était déjà un micro techniquement, hein, dans ce qui semble être le plus ancien enregistrement d'une voix actuellement connue. Donc écoutons de l'histoire, écoutons Au clair de la lune. C'est pas très très joli, mais on a reconnu à peu près le thème musical. Est-ce que vous étiez prêts pour ça? Moi je ne l'étais pas tout à l'heure, j'ai un peu recraché une gorgée de café par le nez. Donc, alors, ça c'était pour le phonographe, donc voilà, c'est 1860, on arrivait déjà à enregistrer du son. Mais toujours aux États-Unis, il faut savoir que Shure a développé dès 1931 le premier micro à carbone, le Shure 33N. Donc, est-ce que je vous en ai retrouvé une mention mince? Je crois qu'il n'y a pas de photo malheureusement, le Shure 33N. Donc, premier micro à carbone, hein, une technologie différente. Its first microphone, a carbon unit. Et donc voilà, le modèle 33N. Suivi après par le modèle 42, le modèle 99, voilà, et de fil en aiguille jusqu'au célèbre SM58, SM7B, tous les micros que vous connaissez bien. Alors, mais peut-être que, voilà, là, je jouais un petit peu sur les mots. Peut-être que Ye parlait simplement des micros à condensateur, puisqu'il dit « The very microphone that I use as a musician ». Eh ben... ok, donc je vais chercher sur les microphones à condensateur, et bien là encore... Est-ce que vous avez le suspense? C'est encore raté. J'ai pas le bruitage de Motus, mais ce serait cool que je l'ai sur mon sampler. Alors, si l'histoire du premier micro statique à condensateur, revoyez ma vidéo sur les microphones si vous voulez avoir plus de détails, si cette histoire-là, elle est bien allemande, effectivement, et c'est l'œuvre de la célèbre marque Neumann,
reste très très cher aujourd'hui, qui fait des micros de qualité. Le premier micro à condensateur date de 1928. Il s'agit du CMV3 pour Condensateur Microphone Verstärker. Désolé pour ma prononciation de l'allemand, encore une fois. Elle doit pas être trop dégueulasse, normalement. J'ai pas écouté, mais j'ai entendu des cours d'allemand. Donc, alors, si vous souhaitez le revoir, eh bien, ce micro qui était surnommé The Bottle pour sa forme de bouteille, le voilà donc sur le site Devenir Ingé Son. Très très bon son, devenir dédié à l'audio. Même si vous ne voulez pas devenir ingé son, sachez que voilà, une bonne partie de mon savoir, je le puise de ce site, l'air de rien. Donc un gros micro de l'époque, amplification à lampe, 3 kg, regardez la forme, retenez-la. Donc le premier micro statique, sous-entendu à condensateur, à être produit en grande quantité. Ce micro est une révolution dans un monde dominé par le micro à charbon. On parlait du micro à charbon de Shure juste avant. On n'a jamais eu un son aussi pur, aussi propre, aussi clean. Donc voilà, après il vous détaille un petit peu de quoi il est constitué, si vous souhaitez. Moi, forcément, je me suis perdu avec plaisir et délice dans tous ces détails, mais voilà, je vous laisse y accéder seulement si ça vous intéresse. Alors en 1928, année de création donc du premier micro à condensateur. Que faisait le futur dictateur moustachu? Il était sorti de prison de façon anticipée après son putsch raté de la brasserie, souvenez-vous, et il se ramassait aux élections législatives de mai 1928 en réunissant à peine 2,63% des voix. Ça fait pas beaucoup, effectivement. Là aussi, si vous souhaitez avoir des liens, je vous en ai sorti plusieurs. Les élections législatives de 1928. Donc voilà, dans quelle mesure un mec qui faisait 2,6% des voix et qui sortait de prison, il a inventé un micro à cette époque? Je me pose la question. J'aimerais avoir des explications de la part de Kanye West, si c'est possible, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, 2,63% pour être précis. Voilà, de là à faire de lui l'inventeur du micro. La seule chose qui est vraie, alors il y a une chose qui est vraie par rapport à ce micro Neumann, c'est vrai qu'Hitler a bien utilisé des Neumann CMV3 pour certains de ses discours. Donc je vous ai retrouvé ici un article, principalement un article du Télégramme, auquel je ne peux pas accéder intégralement. A dit non, il répare le même micro qu'utilisait Hitler lors de ses discours, le CMV3. Fabriqué à Berlin en 1928, donc 5 ans avant l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, hein, on le rappelle. Alors, j'avais aussi une photo, oui, voilà, on voit bien le CMV3 dans un discours d'Hitler, surmonté d'une sorte de rallonge. Est-ce que c'est une rallonge? Est-ce que c'est un sur-micro? Ça a l'air d'être fait pour donner une directivité au son, pour pouvoir le capter dans un certain sens précis. Donc vous le voyez ici, je vais enlever ma cam, vous le voyez sous, alors voilà, ça c'est la petite chose qu'ils ont rajouté en plus, et en dessous on voit bien le CMV3 avec sa forme de bouteille qu'on reconnaît bien. Donc voilà, Neumann, micro-juif, il est fou. De toute façon, il y a trop de dingueries pour toutes les relever. Là, dites-vous que j'ai un debunk de 30 minutes sur 50 secondes de dinguerie qui dit. Imaginez si on devait faire les 3 heures. Respect à Kali qui s'est tapé l'intégrale, hein. Moi je ne peux pas sur le coup. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre? Voilà. Donc, en fait, faire dire à cette photo que Hitler est l'inventeur du micro, c'est comme si, je sais pas, si on attribuait à Michael Jackson l'invention, la création du Shure SM7B, ou comme si moi, je revendiquais la paternité de l'Electro Voice RE320 juste parce que j'en utilise un en ce moment. Vous comprenez à quel point c'est absurde. D'ailleurs, concernant ce type de micro précis, à bobine de fil mobile, autrement appelés les micros dynamiques, ils ont aussi été inventés à la fin des années 20 par W.C. Wendt et A.C. Choas dans les laboratoires de Bell. J'ai trouvé moins de détails sur les micros dynamiques, vous savez, les grands exclus, les grands incompris de l'histoire des micros, alors qu'ils rendent tellement de services. Et salut Satil, faites des dons pour Satil, si vous n'en faites pas pour moi. Alors je vous avais promis un triple debunk, on en est déjà à 19 minutes, c'est vrai que c'est un peu long. Eh bien permettez-moi, si vous avez encore quelques minutes à m'accorder, on va en profiter pour tordre le cou à une idée assez largement répandue. Hitler aurait été élu démocratiquement. Combien de fois j'ai entendu dire ça? S'il a effectivement accédé au pouvoir légalement en 1933, il n'a pas été élu chancelier, mais a été nommé. Comme d'habitude, la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît. Petit rappel de la chronologie des événements, parce qu'il y a des élections qu'Hitler aurait pu gagner en son nom, pas au nom du NSDAP, mais en son nom personnel. C'est les élections présidentielles d'avril 1932, sachant que la gauche et le centre
avait choisi, à l'époque, ça vous rappelle peut-être quelque chose, de voter pour le moins pire, c'est-à-dire Hindenburg, de droite un peu plus modéré qu'Hitler quand même, qui l'emporte assez largement, 49,54% dès le premier tour, 30,12% pour Hitler, un résultat qui est confirmé au second tour. Sachant qu'il y avait 3 personnes au second tour. Alors après, c'est un mode de scrutin encore différent de ce que nous, on a. Et d'ailleurs, qu'ils n'ont plus aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de président de l'Allemagne, vous l'avez remarqué. Hindenburg a été le dernier. Donc, voilà, si Hitler, il avait pu être élu à un moment, c'est bien à cette élection-ci. Là aussi, si vous voulez avoir les résultats en entier, sachant que le troisième homme, il me semble que voilà, c'était les communistes. Alors c'était des communistes un petit peu staliniens, Ernst Thälmann en l'occurrence, mais il y a eu une scission, c'est pareil, hein, on en reparlera dans la conclusion de cette pastille. Donc voilà, 49-54, 30-12 avec 53-05 au second tour et 36-77 pour Hitler. Donc victoire assez large de Hindenburg, comme vous pourrez le constater. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, parce que bien, malheureusement, l'histoire ne s'est pas arrêtée à cette élection présidentielle foirée par Hitler. De dissolution en dissolution du Parlement, le Reichstag, les listes nazies finissent par réaliser de bons scores. Aux élections législatives de juillet 1932, ils enregistrent 37,3% des suffrages, ce qui représente 230 sièges sur les 608 de disponibles dans leur assemblée. Ils connaissent un léger recul, les nazis, dans l'élection législative de novembre 1932. Oui, il y avait vraiment beaucoup de dissolutions à cette époque-là. Donc là, ils enregistrent, au lieu de 37,3%, ils enregistrent 33,1%, 196 sièges. Le NSDAP est alors, certes, le plus gros parti d'Allemagne lors des législatives, mais n'a pas de majorité absolue au Reichstag. Alors pourquoi Hindenburg, malgré sa méfiance et son mépris d'Hitler, a-t-il malgré tout fini par le nommer chancelier après l'avoir maintes fois refusé, puisque Hitler faisait du forcing pour être nommé chancelier depuis longtemps, hein. À la première demande d'Hitler, il aurait ironisé, faire d'un caporal bohémien le chancelier du Reich, ce serait du propre. Alors bohémien, c'est surtout parce que voilà, le mec a été un petit peu SDF pendant une partie de sa vie. Bon, ce serait pas le truc majoritaire que j'aurais à reprocher à Hitler, personnellement, mais bon. Et 3 jours plus tard, le 13 août 1932, Hitler, eu égard au score de sa liste aux législatives, se voit proposer de rentrer au gouvernement von Papen. Hitler va refuser, demandant tout le pouvoir, je cite. Monsieur Hitler a déclaré que, pour des raisons qu'il a expliquées en détail au président du Reich ce matin, oui, parce qu'on continuait d'appeler ça le Reich, même si c'était la République de Weimar. Ne me demandez pas pourquoi, c'est resté en l'état. Ça a été abrogé, tout ça, qu'à partir de 1945 du coup. Il était hors de question qu'il participe au gouvernement actuel, donc Hitler. Considérant l'importance du mouvement national-socialiste, les nazis, il se doit de demander la totalité du pouvoir pour lui et son parti. Une déclaration donc d'Otto Meissner du 13 août 1932. Qu'est-ce que vous me dites? Je savais que la présidentielle était au suffrage direct. Tu savais pas, je sais pas du coup. Déjà, il y a un problème quand le seul truc que t'aimes pas chez lui, c'est ça. Ça veut dire qu'Hindenburg était pas vraiment pas gêné par l'antisémitisme. Alors c'est plus nuancé. Hindenburg, c'était un droitos, hein, et il a fini par, voilà, dans les derniers mois de sa vie, il a fini, ouais, à un moment, on a retrouvé un télégramme de félicitations on se dit que la nuit des longs couteaux, c'est un petit peu sous l'impulsion d'Hindenburg, l'air de rien, quand il demande à Hitler de rétablir l'ordre chez les SA. Bon, voilà, vous connaissez la suite, évidemment. Les SA ont été exécutés au profit des SS, sachant que les SA, c'était aussi un truc de Hitler, mais des nazis. Mais c'était sous le commandement de Ernst Röhm. Et Röhm, il avait trop de pouvoir. Enfin, voilà, c'était un rival trop dangereux pour Hitler, donc c'était surtout ça. Bref, on pourrait faire toute une émission sur la nuit des longs couteaux. Et donc voilà, là encore, Hindenburg va opposer à Hitler un refus catégorique. C'est pour ça, c'est nuancé en fait, Hindenburg. Il y a des moments où il essaye de résister. C'est pareil sur l'antisémitisme. Quand ils essayent d'interdire les commerces des juifs, il essaye de s'y opposer. Alors il s'y oppose voilà, partiellement en disant ouais, au moins est-ce que les juifs qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, enfin pendant la Grande Guerre comme on l'appelait à l'époque, est-ce que eux ils peuvent avoir le droit de continuer à avoir un commerce? Alors je sais plus s'il a réussi à l'obtenir ou pas, ça d'ailleurs. De toute façon, bref, ça aurait été, même dans ce cas-là, ça n'aurait été qu'un sursis temporaire. Donc refus catégorique d'Hindenburg pour avoir comme chancelier, donc son premier ministre à l'époque, s'il lui était président, l'avoir comme président.
Il déclare que s'il remettait la totalité du pouvoir gouvernemental à un seul parti, et de surcroît un parti aussi intolérant envers tous ceux qui avaient des points de vue différents, il ne pourrait répondre devant Dieu, sa conscience et la patrie. Donc le mec était pas ultra chaud non plus. Voilà, bon, c'était un droitos, mais voilà, il se disait ouais non, là Hitler... Alors ça dépend, parce qu'au début il le voyait comme un socialiste, après c'est devenu assez évident, vu qu'il se caractérisait surtout par son anticommunisme, que c'était pas trop le cas. Parce que les socialistes traditionnels avaient des oppositions avec le KPD, mais voilà, c'était pas le même genre de dissension. Et donc tout ça, ça nous mène jusqu'en décembre 1932, où von Papen démissionne du poste de chancelier et est remplacé par von Schleicher. Le président Paul von Hindenburg déclara, à cette occasion, à l'occasion de la démission de von Papen et de Schleicher, il y avait un clash entre les deux, il déclara « Messieurs, j'espère que vous ne me rendez pas responsable de devoir nommer ce caporal autrichien chancelier du Reich. » Voilà, il y avait le mépris parce que c'est qu'un caporal, parce que lui il avait été maréchal, donc évidemment. Hindenburg, oui, c'est pareil, sa vie particulière. Le mec en 1914, il est retraité de l'armée. Finalement, il revient dans l'armée quand c'est la guerre. Du coup, il était général, il devient maréchal. Il est vu, malgré la défaite de l'Allemagne, comme un héros. Du coup, je crois que c'est en 1925 qu'il est président, qu'il est élu président, et il est réélu en 1932. C'est ça, 1925, vu que c'était des septennats. Donc voilà, il espère ne pas avoir à nommer Hitler encore une fois. Il le redit chancelier. Alors, il aurait peut-être pu quand même continuer à résister à ça. Malheureusement, c'est pas ce qui va arriver. Alors à contre-cœur, hein, en espérant, j'ai pas réussi à trop le recouper, donc ça je le dis vraiment en conditionnel, en espérant qu'Hitler serait rapidement décrédibilisé de façon à pouvoir ensuite le limoger. Donc en gros, vas-y, viens de cramer en tant que chancelier vu que la situation elle est compliquée. L'Allemagne, c'est chaud la merde, la République de Weimar, le mark n'a plus aucune valeur. Les gens sont chauds. Il y a des dissolutions de parlement régulièrement. Donc je vais te laisser te cramer quelques mois et après tu dégages. Il y avait peut-être une strate comme ça. En tout cas, c'est avec von Schleicher et von Papen, c'était un petit peu visiblement ce qui était en discussion. Donc c'est hélas le contraire qui s'est produit, et je pense que pour résumer la relation entre Hitler et Hindenburg, une image vaut ici 1000 mots. Je ne sais pas où ça s'est ouvert, j'ai beaucoup trop de liens. Je vais le rouvrir, c'est pas grave, voilà. Donc une image qui vaut 1000 mots, alors voilà, avec évidemment faire parler les images, ça n'a rien d'une science, mais on voit un Hitler triomphant, d'ailleurs on voit dans le reflet un bras tendu nazi, on voit Hindenburg qui a l'air de, pas vivre sa meilleure vie, en mode merde qu'est-ce que je fous là quoi. Donc voilà la relation entre les deux, pas vraiment une résistance de la part d'Hindenburg, il aurait peut-être pu empêcher le nazisme, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'il a acclamé de ses voeux. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour mener à l'ascension du pouvoir par Hitler? C'est l'instrumentalisation de l'incendie du Reichstag, souvenez-vous, normalement au collège vous l'avez étudié, qui a été attribué par les nazis aux communistes, faussement, hein, toutes les enquêtes ultérieures révéleront que... on se pose encore des questions aujourd'hui, hein, on se demande notamment si c'est pas les nazis qui l'ont allumé eux-mêmes, pour justifier un état d'urgence. Bref, c'est ce qui va convaincre Hindenburg. Semblerait que voilà, Hitler lui ait fait un grand exposé dramatique de la guerre civile qui s'emparait du pays, que ça y est, les communistes commencent à collectiviser des trucs autour de un peu partout. Il faut faire quelque chose. Et bah Hindenburg donc va accepter. Et voilà, là c'est vraiment, en plus de le nommer chancelier, c'est vraiment la première grosse résignation. C'est voilà le peu de démocratie qui restait, qui s'éteint. Il va signer le Reichstag-Brandverordnung. Verordnung, c'est ça. C'est des mots de 28 syllabes, c'est compliqué. Le 28 février 1933. Alors c'est un traité qui va abolir la plupart des libertés civiles et politiques, de la presse, de se réunir, etc. Des députés communistes sont également arrêtés, ce qui fera baisser le score du KPD, le Parti communiste allemand, et augmenter celui du parti nazi, qui réalisera donc 43,91% des suffrages, 288 sièges, aux dernières élections libres de 5 mars 1933, avant que le Reichstag ne soit vidé de sa substance. Donc je récapitule. Même à leur plus fort électoral, les nazis n'ont jamais eu la majorité au Reichstag, n'ont pas gagné d'élection présidentielle. Et la suite de l'histoire, elle est connue, hein, la loi du 24 mars 1933 qui donne les pleins pouvoirs aux moustachus. Hindenburg, très âgé, qui tombe malade en avril 1934, qui meurt le 2 août. Hitler, qui avait anticipé son décès, souhaite fusionner les fonctions de président et de chancelier, ce qui fait avaliser par un plébiscite
le 19 août 1934 qui remporte 90% des suffrages exprimés. Il devient alors officiellement Führer et chancelier du Reich, un état tellement totalitaire plutôt qu'il n'est nul besoin de le présenter. Le résultat assez effrayant, hein, je vous le concède, de cette consultation est toutefois à relativiser par l'abolition préalable de la liberté de la presse 1 an et demi plus tôt et par le passage dans la clandestinité d'une partie non négligeable, hein, c'était quand même les 3e de l'élection présidentielle précédente, une partie non négligeable de l'opposition qui de facto n'avait plus le droit d'exister. Pour l'historien britannique Ian Kershaw, l'ascension d'Hitler n'avait toutefois rien d'une fatalité, je le cite. L'accession d'Hitler au pouvoir n'était aucunement inéluctable. Hindenburg eût-il concédé à Schleicher la dissolution qu'il avait si volontiers accordée à Papen et décidé une prorogation au-delà des 60 jours prévus par la Constitution, que la nomination de Hitler à la chancellerie aurait sans doute pu être évitée. Alors est-ce que ça l'aurait pas simplement repoussé, là c'est moi qui le rajoute, c'est repousser en tout cas ce qui s'est ensuite produit. Je peux pas me prononcer sans faire de politique fiction, mais s'ils avaient réussi à écarter les nazis du gouvernement jusqu'à la mort d'Hindenburg, dans un état où l'essentiel des libertés restait préservé, des élections présidentielles anticipées, donc à sa mort, auraient peut-être donné un tout autre résultat. Je sais pas, Heinrich Brandler, leader communiste allemand anti-stalinien, président en 1934, je donne des pistes à Alteris pour une prochaine vidéo, peut-être, hein, puisque l'histoire sur ce point est complexe. C'était un peu mon introduction, mais il semble que le résultat d'une lutte entre von Schleicher, qui sera d'ailleurs assassiné lors de la nuit des longs couteaux, et von Papen, qui lui en réchappera de peu, mais par contre qui verra tout son entourage assassiné, déporté, etc. Tous deux qui ont été tous les deux chanceliers d'Hindenburg tour à tour. C'est leur lutte et leur impossible conciliation qui aurait ouvert une brèche politique aux nazis. Donc je vous mettrai tout un tas de liens supplémentaires dans la rediffusion. On est déjà à 31 minutes 17. Déjà, il y a un... qu'est-ce que vous nous dites? Surtout Murasoro sur le chat, du coup n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des réactions. On savait déjà que si Hitler arrivait au pouvoir, il interdirait les autres partis et serait un ultra intolérant. Bah ouais, même Hindenburg, il se disait ouais, c'est peut-être un petit peu chaud. Donc voilà, pour conclure, tout ce point inspiré par Kanye West à la base et sa promotion aveugle, absurde et révisionniste de ce qu'était Adolf Hitler et ses prétendus accomplissements. Donc des autoroutes, c'est pas de lui. Oui, il y a eu des autoroutes dans plein de pays du coup derrière en fait, mais on les a pas inventées là-bas. Et on les a surtout pas inventées sous Hitler, de même que les micros. Et Hitler n'a pas été élu démocratiquement au pouvoir. Alors à quel moment on pourrait dire oui, en fait le pouvoir, en tout cas le peuple a avalisé. Là, est-ce que c'est justement à ce plébiscite, mais où, voilà, en fait, c'était déjà la terreur. Il y avait déjà plein de gens qui avaient été, tous les opposants avaient déjà été. C'est un petit peu le référendum, les référendums qu'on a connus par la Russie en Ukraine. C'est oui, forcément, une fois que tous les Ukrainiens qui étaient contre la Russie sont partis ou sont fait évacuer ou sont dans des camps de filtrage. Bah oui, c'est facile de gagner des référendums dans des fortes fiestas. Voilà, sans vouloir faire trop de rapprochements entre l'histoire récente et celle plus ancienne, en espérant que ce ne soit pas un éternel rebondissement. Un éternel recommencement plutôt. Est-ce qu'Hitler était woke au moins? Bah pas franchement, log x-2. Le seul truc où il était sympa, c'était avec les chiens, visiblement. Bon, voilà, les chiens étaient peut-être contents. Par contre, les êtres humains, nettement moins, tout de même.